Cédric Scheiser, donc par rapport justement aux effets, à l'impact de ces combats depuis maintenant quelques mois, et revenons donc au prisme du droit humanitaire, qui est le cœur du mandat du CICR. Quel type de violation sur le terrain remarquez-vous entre les groupes, à quoi êtes-vous confrontés? Oui, notre première préoccupation, c'est effectivement l'impact sur la population. Et comme disait Khadija, c'est assez terrible ce qui se passe pour une population qui, à travers les années, a subi la violence. Aujourd'hui, on voit une population qui est à bout. C'est la première fois en 2 ans que j'ai vu des Yéménites qui perdent espoir. Alors que les Yéménites, malgré la violence, ont toujours une espèce d'espoir dans le futur. Aujourd'hui, on ne voit plus d'espoir. Et c'est quelque chose qui nous touche beaucoup. Par rapport au droit international humanitaire, alors on parle de violations flagrantes. Je n'irai pas à ce niveau-là. Je dirais qu'on a 2 préoccupations principales qui sont liées au principe de la proportionnalité et de la distinction, des 2 côtés. Si je parle par rapport à la coalition, vous savez qu'il y a eu pas mal de cibles qui sont des cibles militaires, donc légitimes à travers le droit international humanitaire, de dépôts militaires, d'armes ou d'armements, de munitions. Le problème, c'est que ces dépôts, depuis des années, sont dans la périphérie la plus proche, par exemple, de Sanaa, comme Fajatan, et que, évidemment, quand on vise un tel dépôt, on doit prendre en considération l'impact que l'explosion d'un tel dépôt va avoir sur la population civile. Et on a vu l'impact avec la première fois où vraiment le dépôt explosait. On était sur place, on l'a bien subi, mais nous, on n'a pas eu de blessés. Mais on parle de plus de 90 civils qui ont été tués. Il y a eu la semaine suivante, 2 semaines plus tard, la même attaque, on a tué plus de 70, après plus de 40, etc. Donc on veut avoir un dialogue avec les parties au conflit pour vraiment leur rappeler la nécessité de prendre en compte l'impact que peut avoir leurs attaques. Et même si au départ la cible est légitime, finalement il peut y avoir des conséquences illégitimes en termes de dégâts par rapport à la population civile. Et ça, c'est avec la coalition qu'on aimerait avoir ce dialogue, mais également avec l'ensemble des partis au Yémen qui combattent. Si on prend Aden par exemple, des bombardements massifs de régions qui sont fortement peuplées, parce qu'il y a quelques combats, c'est aussi quelque chose qu'on veut engagé avec, par exemple, les Houthis. On a discuté avec eux, on s'est assis, et on espère voir rapidement des changements, et c'est sur lequel on travaille. Donc c'est vraiment nos soucis principaux aujourd'hui en termes de violation du droit international humanitaire. Arrivez-vous à avoir un dialogue direct avec l'Arabie Saoudite? Aujourd'hui, c'est compliqué. On a transmis des interventions écrites, on aimerait avoir vraiment ce dialogue confidentiel. Vous avez pu voir que ces 3 derniers mois, on a vu un CICR plutôt public qui a été publiquement fait des demandes en termes d'accès à l'aéroport, en termes de différentes préoccupations qu'on avait. Ce n'est pas nécessairement notre façon habituelle de faire. Mais si effectivement il nous manque un canal de communication, parfois c'est la seule façon de faire passer des messages. Donc aujourd'hui on cherche à améliorer notre communication avec le royaume pour pouvoir justement aborder ces problèmes. Au niveau des Houthis par exemple, sur le terrain, on a des contacts, on a des échanges et on peut parler de ce genre de problématiques. Et puis si on parle, parce qu'on parle des groupes extrémistes comme de Al-Qaïda, le CICR aujourd'hui, pour pouvoir avoir accès dans l'ensemble des lieux où il y a des besoins humanitaires, a un besoin de pouvoir parler à l'ensemble des parties aux différents conflits, et donc avec Al-Qaïda. Et on a réussi au Yémen à avoir même des dialogues sur justement la conduite des hostilités, sur la protection de la population civile, avec aussi des réponses qu'on a eues. Donc on essaie d'avoir un dialogue avec tout le monde. De la part de groupes comme tel qu'elle dit que nous, on ne qualifie pas de terrorisme, avec qui on a un dialogue. Et il y a même un dialogue possible à ce niveau-là. Donc nous, c'est vraiment ce qu'on essaie de favoriser, le dialogue, si possible confidentiel, pour essayer que des comportements changent. Ça ne se fait pas très rapidement et on espère que ce sera pris en compte. Marie-Elisabeth Ingres, pour MSF, donc, vous avez publié un communiqué conjoint avec le CICR, donc pour la défense des populations, qui était un communiqué très axé en fait sur l'alimentation, l'accès au fuel qu'on évoquait tout à l'heure, l'ouverture des aéroports et des ports, etc. Mais est-ce que vous constatez aussi donc au Yémen des situations de belligérance
Je ferais presque un parallèle avec Gaza, par exemple, où des populations civiles sont atteintes par d'une manière disproportionnée par des bombes à sous-munitions. Est-ce que vous avez constaté ce genre de choses? Ce que l'on constate, c'est une évolution, si vous voulez, dans le non-respect des civils. C'est qu'on peut dire qu'au départ, il y avait peut-être de la part de l'ensemble des belligérants, et quand je parle des belligérants, c'est l'Arabie Saoudite, c'est les Houthis, c'est les mouvements du Sud, ce ne sont pas que Arabie Saoudite Houthis, qui peut-être au départ, en effet, étaient ciblés, en particulier les stocks de munitions, les camps militaires, les cibles militaires. Depuis quelque temps, on voit qu'il y a beaucoup moins d'attention de la part de l'ensemble des belligérants concernant les civils. Et ça a été le cas à chaque fois avant ce qu'on a appelé la pause humanitaire mi-mai, qui était en fait juste un arrêt des bombardements de la part de l'Arabie Saoudite. Il n'y a jamais eu de cessez-le-feu dans le sud. Et là, juste avant Ramadan, avec une intensification des bombardements à Sanaa et à Saada, qui ont fait en effet des centaines et des centaines de blessés et qui étaient des civils, et à Aden, où il y a eu des bombardements que nous qualifierions presque d'aveugles, avec notamment, on a été témoin des funérailles où les gens ont été bombardés. On a reçu 70 enfants dans les 3 dernières semaines dans notre hôpital, alors que jusque-là, c'était quand même essentiellement des hommes que nous recevions. Donc on avait quand même une allégation que c'était des combattants. Donc nous, on est plutôt en train de s'inquiéter sur une détérioration du non-respect du droit international humanitaire par l'ensemble des belligérants qui, je pense, ont la sensation que puisque rien n'est fait au niveau international, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs sur le terrain qui sont en mesure de témoigner, puisqu'il n'y a pas de journalistes qui arrivent sur le territoire, eh bien, donnons-nous à cœur joie, puisqu'on peut combattre comme l'on veut. C'est un petit peu la sensation que nous avons, et donc évidemment avec une inquiétude, parce que comme le CICR, nous tentons d'avoir des contacts avec l'ensemble des groupes armés. C'est très difficile parce qu'il n'y a pas de chaîne de commande particulièrement claire, donc nous avons plusieurs commandants avec lesquels nous devons négocier, ça change régulièrement. Ils sont en contrôle du zone un jour et le lendemain c'est une autre zone qu'ils contrôlent. Donc pour essayer d'avoir une sorte de dialogue et d'essayer de sensibiliser un petit peu sur le respect de la mission médicale, sur le respect des civils, sur le fait de pouvoir transporter les blessés, c'est extrêmement difficile. Manuel Lafont-Rappenouge, vous évoquiez tout à l'heure les trêves humanitaires et la façon dont la France, dans le processus de dialogue, essaie justement de prendre la composante humanitaire en compte. Oui, donc effectivement, je peux que souscrire à toutes les difficultés qui ont été évoquées. Dans les différentes expressions du Conseil de sécurité, il y a des messages très clairs sur la nécessité de laisser la délivrance de l'aide se faire de façon conforme aux principes humanitaires, de ne pas poser d'entrave à l'accès. Évidemment, malheureusement, c'est un langage assez classique de la part du Conseil de sécurité, mais pour bien montrer qu'on prend compte de la spécificité, la gravité de la situation, il y a dans les déclarations du Conseil de sécurité aussi des mentions qui là sont plus spécifiques à la situation au Yémen sur les questions des entraves aux échanges commerciaux qui ont été évoqués et que le Conseil de sécurité lie très spécifiquement à l'accès notamment au fuel et à la nourriture, à l'eau y compris. Et on sait très bien que la situation a montré que cette pause qui a eu lieu mi-mai a permis, toute insatisfaisante qu'elle ait pu être, a permis une amélioration ponctuelle de ce point de vue-là. Et donc l'envoyé spécial du secrétaire général, le secrétaire général des Nations Unies, les pays du Conseil de sécurité, dont la France, appellent à une nouvelle trêve humanitaire qui permettrait d'essayer d'apporter cette solution
qui certes, encore une fois, on a vu qu'elle permettait d'améliorer les choses et on a vu qu'elle ne permettait pas de régler les choses, mais on a besoin de cette amélioration pour les raisons qui ont été dites. En même temps, évidemment, le rôle du Conseil de sécurité ne peut pas être juste de passer des messages humanitaires. Généralement, quand il le fait sur une crise, c'est mauvais signe, malheureusement. Ça veut dire que le reste est un peu perdu de vue et qu'il y a une résignation. Et en l'occurrence, ça n'est pas le cas. Vous avez dit tout à l'heure que Genève était un échec. Je ne vais pas essayer de vous faire croire que c'est un succès. Mais si jamais on dit que c'est un échec, on laisse un peu la porte ouverte aux options militaires que les deux parties favorisent aujourd'hui. Parce que peut-être que la solution portée par l'ONU n'est pas satisfaisante. C'est clairement le cas dans l'immédiat. Mais il n'y a pas vraiment d'alternative aujourd'hui à ce processus. L'OCI en particulier n'est pas demandeuse et je doute qu'elle le soit vu la configuration locale. Même ce processus onusien, on a eu beaucoup de mal à le mettre en place. La conférence qui a eu lieu à Genève, donc il y a quelques jours, qui s'est clos il y a quelques jours, on a déjà eu beaucoup de mal à la tenir. Elle était prévue initialement pour le mois de mai, elle a dû être reportée. Et l'idée même de dialogue ne fait pas forcément consensus entre tout le monde, et notamment à commencer entre les partis. Et l'idée que l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies ait un rôle dans ce processus non plus n'allait pas de soi. Il y a eu en mai, il y a eu d'abord une conférence à Riyad organisée sous le patronage, sous l'impulsion des Saoudiens et du Conseil de coopération du Golfe, qui était une réunion présidée par le président Hadi lui-même. Et qui n'a manifestement pas du tout permis d'engager quoi que ce soit en termes de dynamique politique. Donc on essaye de construire ça et on est dans cette phase qui est extrêmement ingrate. C'est sur ce genre de sujet souvent ingrat d'être le diplomate au panel, qui est de travailler à comment on construit les chances d'une médiation. Alors, le médiateur, Ismaël Ould Cher Ahmed, dit des choses très claires comme le fait qu'on est dans une phase où les deux parties ont de façon totalement symétrique des ambitions, des illusions sur ce qu'elles peuvent faire, notamment par la voie des armes, qui sont totalement déconnectées de la réalité. Et aujourd'hui, on est dans la phase où, tant qu'on n'a pas réconcilié ce qu'ils espèrent pouvoir faire de leur côté et la réalité, on va avoir du mal à lancer ce processus politique. Et évidemment, une des manières... Il y a un dilemme traditionnel dans ce genre de situation qui est, est-ce qu'il faut qu'on laisse les parties au conflit s'épuiser ? Généralement, les populations civiles s'épuisent bien avant les parties au conflit, donc c'est évidemment pas ça qu'il faut faire. Ou alors, est-ce qu'on aide à accélérer cette prise de conscience des parties au conflit qu'il faut qu'elles s'engagent dans le processus politique ? Et pour le faire, on a besoin à la fois de renforcer la main de la médiation, en l'occurrence les Nations Unies. On n'en fait pas une position de principe, mais en l'occurrence, c'est ce qui existe, c'est celle qui est là, c'est celle qui travaille. Et pour l'instant, la seule alternative qui s'est esquissée, c'est une médiation du CCEAG, dont il ne nous semble pas qu'elle ait beaucoup plus de chances de réussir qu'une médiation des Nations Unies. Donc on table plutôt sur ce processus-là. Et il faut effectivement que la communauté internationale, dans son ensemble, y compris les pays de la région, admettent ça et passent eux-mêmes les messages à ceux à qui ils peuvent passer des messages efficacement pour aller dans cette direction-là le plus vite possible.